Ludovic, tu as entrepris plusieurs reconversions à ce jour. J'aimerais bien que tu déroules un petit peu pour nous, justement, la genèse de ta vie. Les points clés, en tous les cas. Waouh. Il y en a pour 4 heures. En fait, je suis dans ma 11e vie, aujourd'hui. Vraiment. Qui est passé par semi-professionnel de rugby, patron d'agence de pub. J'ai encadré, je dirigeais tout le sportif de l'école de rugby du Racing. J'étais agent d'artiste. J'ai fait de l'architecture, du digital. J'ai accompagné un candidat à la présidentielle sur 2 présidentielles. J'en oublie. Donc là, maintenant, je suis restaurateur. J'ai écrit des chansons. J'ai créé des médias. J'ai animé des médias. Voilà, enfin, j'ai fait effectivement beaucoup de choses. On pourrait dire que tu es un serial reconverti, si on pouvait inventer ce terme pour toi. En tout cas, j'ai jamais fait plus de 3 ans la même chose dans ma vie. Voilà. C'était des reconversions qui étaient toujours voulues ou par dépit? Non, moi, ça a toujours été voulu, avec un fil conducteur, c'est d'avoir jamais aucun remords dans ma vie, de jamais regretter. Donc, quand une opportunité ou quand quelque chose se présente, j'y vais, parce que ça m'est absolument insupportable de ne pas avoir fait quelque chose que j'aurais pu faire et de savoir ce que ça aurait pu donner. Et ça m'empêche de dormir, en vrai. C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui se tend, ou une aventure qui se présente à moi et de ne pas partir sur le chemin de cette aventure, moi, ça m'empêche de dormir pour de vrai. Alors, tes 2-3 reconversions les plus marquantes? Là, c'est la dernière, évidemment, d'être chef et restaurateur. D'abord, j'étais restaurateur et ensuite, par contrainte, je me suis mis en cuisine parce que trouver du personnel est extrêmement compliqué et que je ne mangeais pas ce que je servais à mes clients parce que ça ne me faisait pas envie. Et donc, j'ai vraiment failli couler, mais on y reviendra peut-être après dessus. Donc, il y a celle-là, évidemment. Et puis ensuite, il y a... Et si tu es vraiment un saut dans le vide, c'est que j'avais un univers extrêmement confortable avec une carrière très très installée en tant que président d'agence de pub et digital, et de sauter dans le bain, de créer des médias et de me lancer face visible, alors que je l'étais beaucoup invisible, enfin en tout cas derrière les rideaux, on va dire, en politique. Voilà. Ok. C'était peut-être les deux plus grands sauts, enfin les sauts les plus vertigineux, en tout cas. Voilà. Je crois savoir que tu avais une appétence déjà assez naturelle pour la politique, mais beaucoup moins pour la cuisine. Ça t'a pas fait peur, ce grand écart? Pas du tout. Parce qu'en fait, en vrai, alors je sais que c'est pas le propos de ce programme, moi j'ai fait aucune reconversion, je fais toujours la même chose. Je raconte des histoires, avec un médium qui est différent. Et aujourd'hui, je raconte des histoires de mes assiettes, comme je pouvais raconter sur des écrans de télé, et avec un même propos, en fait, en réalité. C'est pour ça que, quand tu m'as parlé de ce programme, que je trouve extrêmement pertinent et intéressant, je me suis posé la question, tu vois, de me dire, tiens, si demain on me demandait d'accompagner quelqu'un, si j'avais des conseils à lui donner, etc., alors que je déteste donner des conseils, en réalité, je crois que ce qu'on fait, c'est vraiment pas le plus important. Ce qu'on sait faire n'a aucun intérêt. Et moi, je crois que c'est la façon dont on le fait qui est le plus important. Et je fais toujours les choses de la même façon, en vrai. Avec du sens, j'essaie de mettre du sens dans tout ce que je fais. Enfin, je mets du sens parce que je pars du sens. Donc en fait, ça naît du sens en réalité. Et ensuite, je déroule, mais avec un support différent. Un support différent. Et ce que je fais aujourd'hui dans mes assiettes, je le faisais dans des campagnes télé, je le faisais dans les médias que j'ai créés, je le faisais quand j'entraînais les gamins au rugby ou quand j'étais semi-professionnel de rugby, je faisais exactement la même chose en fait, en réalité. Après, ça te demande d'acquérir des compétences techniques, mais ça, c'est juste du boulot. Ça, c'est fastoche. Par contre, trouver le sens et ce qui te nourrit en même temps que tu... là, littéralement, je nourris les autres en plus. Ça, par contre, tu peux travailler autant que tu veux, tu ne trouveras pas. Donc, de partir de ce point de... Tu vois, moi, je suis toujours parti du truc de ça a du sens aujourd'hui dans ma vie, dans le monde dans lequel je vis. Et ici, il faut que j'acquière une compétence pour le faire, j'acquiers la compétence. On peut faire le parallèle avec le why de Simon Sinek? Oui. Mais c'est encore une fois, la compétence technique, c'est fastoche, c'est que du travail. Et donc, à partir du moment où tu sais travailler, c'est le cas de quelqu'un qui se reconvertit, peu importe ton âge, tu as appris à faire un truc, donc tu sais travailler. Tu as appris à peindre un mur, mais si tu sais apprendre à peindre un mur, tu sais apprendre à diriger une entreprise, en fait. Est-ce que tu as réussi toutes tes reconversions? Non. Après, ça dépend de ce qu'on entend par réussi ou pas. Donc, mais en tout cas, j'ai jamais regretté aucune reconversion, aucun saut dans le vide, parce que j'aurais plus regretté de ne pas avoir sauté, en fait.
est-ce qu'il y a des reconversions qui ont tout de même été plus difficiles, plus laborieuses, plus longues? Ce que je fais aujourd'hui, je crois que j'ai jamais fait de quelque chose aussi dur de toute ma vie, vraiment. Physiquement, psychologiquement, etc., en termes de mindset pour vraiment maintenir une motivation tous les matins. Surtout que, peut-être, alors que j'ai vécu dans des camps de réfugiés quand même. J'ai aussi fait ça. À un moment, je m'occupais beaucoup de la cause des réfugiés. Et là, aujourd'hui, j'ai découvert que, par exemple, d'arriver au travail le matin quand tu as une douleur, j'entends la perte d'un être cher, par exemple. Bon, c'est compliqué, c'est toujours violent. Faire à manger pour 150 personnes quand tu es vraiment en deuil, c'est le truc le plus difficile. Vraiment, ces quelques jours-là, c'était il n'y a pas très longtemps, qui était originaire de ça, c'était les trucs les plus durs de ma vie. Je t'assure, c'était horrible. Parce que t'as pas envie, t'as aucun amour à apporter. T'as plus de générosité dans ton cœur à ce moment-là. T'es juste dans l'injustice de quelqu'un qui est décédé trop tôt. Et tout ce que j'ai cuisiné ce jour-là, je sais que c'était acide. Tu vois, et les gens qui mangeaient, qui avaient l'habitude de ma cuisine, on me dit, oh, donc, Ludo, il n'est pas en forme en ce moment, où ça se ressentait directement dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon activité d'aujourd'hui est certainement la plus violente dans les périodes de perturbation. Mais par contre, c'est aussi la plus incroyable quand tu as les galopins qui viennent, qui ont 91 et 93 ans, qui vivent encore ensemble, et qui sont tout seuls, leurs enfants viennent plus les voir, et qui viennent me voir parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont un problème de portable, parce qu'il arrive en voiture en disant qu'il a perdu les clés de sa voiture. Bon. Et ils m'ont dit il y a un peu plus d'1 an, on est très amis depuis d'ailleurs, parce qu'il est amoureux de sa femme comme au pré-jour, c'est incroyable, il lui fait des cadeaux tout le temps, elle est belle, elle a des yeux bleus incroyables, avec ses cheveux blancs, et lui, et un jour il repart, il me dit, ah, tu sais, on arrive toujours ici avec des soucis, on repart tout le temps avec le cœur léger. Bon, quand t'as ce couple-là incroyable qui dit ça et que tu te couches le soir, ça a beau être violent, tu vois, j'ai certainement dans ma vie professionnelle rarement eu des moments d'émotion aussi intenses, tu vois. Donc, c'est l'un et l'autre. Mais donc c'est à la fois le plus dur et à la fois c'est le plus intense dans la douleur que dans le bénéfice. Comment t'es arrivé dans le Lot? C'est-à-dire que ça s'est fait au moment du Covid? T'es parti là-bas avec une idée en tête ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Moi, je suis parti dans le Lot pour produire un documentaire sur les SDF en ruralité. Et puis le confinement est tombé. J'avais quelqu'un dans l'équipe qui avait une maison de famille dans le Lot. Une grande maison en pierre avec un jardin qui donnait sur la forêt. Donc je suis parti avec mon chien Yolo et puis en fait j'ai redécouvert le printemps sur mon corps, j'ai redécouvert un espèce de truc qui était le confinement j'ai pas vécu. On jouait à la pétanque, on avait monté. Malgré tout, je suis venu avec ce que je suis, donc je commençais à monter un marché paysan, on avait contacté les uns et les autres, qui se regroupaient le mardi pour avoir du pain, des légumes pendant le confinement. Et puis, fin de confinement, je suis pas rentré à Paris. J'ai traîné, et puis j'ai découvert que mon arrière-grand-père avait pris le maquis sur le Causse, sur cette région-là. Donc je suis parti un peu sur ses traces. Et puis j'ai découvert une France vraiment, un endroit de France fracturé, sans accès aux services publics, sans médecins, sans culture, et des gens qu'on avait complètement délaissés. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de sauver le monde une nouvelle fois, et en essayant de sauver un village. Voilà. Et donc le restaurant du village d'à côté où je jouais à la pétanque allait certainement fermer. Je me suis dit, bon, allez. Ça va être mon move maintenant, je vais devenir restaurateur. C'est parti par un apéro avec une amie qui m'invite pour son anniversaire. Et puis, en se disant, putain, mais si on reprenait le restaurant, tu pourrais faire toi la cuisine, toi machin, etc. Et puis, dans le matin, j'ai rappelé tout le monde, je dis, bon, on fait ou pas, on sauve le village? Et voilà. Et t'as tout plaqué? Et j'ai tout plaqué, j'ai mis tout mon argent pour acheter un restaurant. Voilà. Comment l'a pris ton employeur de l'époque quand t'es venu le voir pour lui dire, je ne reviens pas? Je sais pas. Je pense que moi, les gens qui travaillent avec moi savent qui je suis quand même. Donc, ils savent que il y a toujours un peu de folie qui va taper à la porte à un moment donné, et qu'il faut être capable à un moment donné d'essayer d'intégrer parce qu'en plus je suis un gamin, vraiment. Donc à la fois je peux avoir de remords mais je peux avoir de regrets non plus, donc je peux me rouler par terre et taper les pieds très fort, hein, vraiment. S'il y a un truc qui me et ça va commencer à m'obséder. Donc les gens qui travaillent avec moi rapidement comprennent que dans ce genre de cas-là, il vaut mieux que je le fasse, quitte à ce que tu vois 3-4 mois après, je dis finalement. Donc voilà, j'ai beaucoup d'amis et de proches qui m'ont dit il va revenir quoi.
Et j'étais avec eux encore hier soir, parce que je suis exceptionnellement à Paris pour un événement. Et certains sont venus me voir évidemment dans le Lot en disant mais il y a Bruno Gassio par exemple. J'anime une émission avec lui tous les samedis sur Twitch, dont une partie est une émission de cuisine, et qui est venu rapidement dans le Lot en fait, et qui me voit au restaurant, puis après surtout qui voit que je deviens chef du restaurant, parce que j'étais contraint de le faire. Je me retrouve en cuisine en disant bon, on va faire que avec tout ce qui est normes hygiène, etc., j'assume ce métier-là. Et aujourd'hui, je vais ouvrir mon 3e restaurant là, et peut-être le 4e en septembre. Inch'Allah. Et en fait, il arrive là, et il me dit mais enfin. On nous voit de Paris en disant bon il va rentrer, puis en fait non il rentre pas, tiens il devient restaurateur, ah bah tiens maintenant il est chef. Et il en parle avec le maire du village et il me dit et comme d'habitude, je suis en train de manger sa cuisine et ce qu'il fait est excellent. Parce qu'il le fait comme il le fait toujours, donc je sais pas ce que je mange, je comprends même pas ce qu'il y a dans mon assiette, mais c'est hyper bon, etc. Donc voilà, les gens qui sont proches de moi ont cette habitude-là et on se plie là et donc ils sont pas toujours très surpris, même si c'est vrai que pour tous les gens, chaque fois que tu sautes dans le vide, ils disent bon, de toute façon, il a prévu, il a un filet de sécurité derrière, il va remonter tôt ou tard, parce que c'est ce que les gens feraient, en tout cas. Comme eux pensent d'abord au filet de sécurité, avant de penser à sauter dans le vide. Donc quand tu sautes, ils sont obsédés par ce filet de sécurité en disant bon, de toute façon, il va revenir, parce qu'il n'a pas vraiment sauté, parce que eux se disent certainement que eux ne sauteraient pas. Et moi, j'ai toujours sauté. Pour l'instant, je suis jamais remonté une seule fois. Hein. J'ai juste sauté ailleurs à chaque fois. Voilà. Est-ce que tu as toujours eu un parachute quand tu as sauté? Jamais. J'ai jamais eu de parachute. Depuis tout petit, j'ai jamais eu de parachute, moi. Et donc, non, jamais. Et comment, justement, tes proches réagissent à chaque fois que tu leur annonces un projet de reconversion? Au-delà du fait qu'ils te connaissent, mais les toutes premières, la première, la deuxième fois, la troisième fois. Mais tout le monde panique, évidemment. Mais au fur et à mesure, les gens paniquent plus. Pas quand j'ai un projet que je veux développer. Ils commencent vraiment à paniquer quand j'en ai ras-le-bol et que je veux arrêter le projet dans lequel je suis. Tu vois? Parce que ça les panique vraiment. Parce qu'ils se disent, si lui, il n'a plus la force et la foi de le faire, personne ne l'aura. Et donc, ils sont plus souvent paniqués par ça. C'est-à-dire que là, bon, la restauration, c'est très compliqué en ce moment, c'est très violent. Là, sur l'année qui vient, j'ai dû dire une dizaine de fois, bon, je vais tout plaquer, je vais arrêter, j'en ai ras. Ça panique les gens. Par contre, quand je leur dis, non, finalement, j'en ouvrirai un 3e et un 4e l'année prochaine, ils disent, oh, normal, ça, c'est Ludo. Bon. Donc ça les panique moins. Mais c'est plus, c'est parce qu'on fait peser un peu sur les entrepreneurs le poids de toutes les décisions que les autres n'ont pas le courage de prendre. Et donc du coup, on dit non, toi t'as pas le droit de craquer, t'as pas le droit, il faut que tu sois... Enfin, tant que tu le fais et que tu existes, ça me rassure. Bon. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué souvent dans les relations avec mon entourage, c'est plutôt ça. Parce qu'ils ont du mal à entendre que je sois par moments fatigué, que j'ai envie de baisser les bras, que ça peut être pas mal d'avoir des week-ends des fois. Je sais pas, ça fait moi tellement d'années que j'en ai pas eu. Bon là, moi, ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances, mais pas du tout. Et que je fais 7 sur 7. Donc par moment, tu dis, allez, oui, ça pourrait être pas mal. Et ça les fait plus paniquer que quand je leur dis, là, hier soir, j'étais avec des amis, ils disent, bon alors, ton resto, comment ça va? Le premier, ça va, le deuxième, je réouvre pour l'été, là, en avril, et je vais en ouvrir un 3e. Bon, pas du tout de panique, ah, ça, c'est notre Ludo. Est-ce que tu as été, à un moment donné, le déclic ou le déclencheur de quelqu'un autour de toi? Est-ce que ton histoire a inspiré quelqu'un ou lui a donné envie de se lancer? Je sais pas. Je sais pas si je saurais répondre à cette question, parce que c'est manquer terriblement d'humilité. Tu vas te considérer que j'en sais rien. Après, des gens m'ont dit oui. Et à la fois, je crois aussi que peut-être que j'ai en vrai plus étouffé de l'énergie de reconversion chez des gens. Parce qu'à partir du moment où tu le fais, ils sont rassurés sur le fait que des gens le fassent. Tu vois, et donc je crois vraiment que par procuration, les gens n'ont pas besoin du coup de se remettre de sortir de leur zone de confort en gros, parce que tu le fais déjà pour eux en fait. Et donc peut-être que j'ai peut-être eu plus autour de moi, c'est parce que je prends de la place, je déploie beaucoup d'énergie, on se connaît un peu, tu vois, je prends de la place, je prends de l'espace. Pas que parce que mon bouton, comme dit ton cadreur, bon, mais pour de vrai. Et donc je pense que beaucoup de gens, du coup, sont un peu intimidés par ça. Et donc vont pas oser lancer un truc, et surtout vont pas oser m'en parler. Parce qu'ils savent que je vais rebondir 14 fois dessus, etc. Donc je sais que ça, je peux être vraiment pénible pour les gens autour de moi. J'ai certainement plus étouffé ce type d'énergie que j'en ai déclenché. Je sais pas en fait, mais j'aimerais me dire que j'ai... Tiens, dans ton micro. J'aimerais me dire que
que j'ai déclenché ça autour de moi. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais me dire. En réalité, je crois que j'ai plus souvent étouffé que je l'ai déclenché. Je crois. Et tes reconversions, tu les as toujours opérées seule ou est-ce que par moment tu t'es fait accompagner, coacher, tu as ressenti parfois le besoin de combler une lacune ou quelque chose? J'aurais dû. Je ne l'ai pas fait, très rarement, mais j'aurais dû le faire à chaque fois en vrai. Parce que moi j'ai toujours eu le sentiment que de me faire accompagner allait perturber la pureté de l'idée que j'avais en tête, tu vois. Et que des gens allaient parce que aussi je me lance peut-être dans des projets un peu fous, mais et que les gens allaient me ramener vers la rationalité et sur des rails déjà empruntés. Et ça m'intéresse pas les rails déjà empruntés. Donc c'est certainement pour ça que je l'ai fait, mais c'était une erreur. Pour de vrai, parce que refaire les mêmes erreurs que les autres, ça n'a aucun sens. C'est complètement con. Donc autant bénéficier de l'expérience des autres et de border toi-même les limites de ton projet qui sont entre guillemets intouchables, tu vois, et de savoir ce dont tu es sûr. Et puis en réalité, quand tu te reconvertis, que tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut que tu saches que tu n'es jamais sûr de rien et que ton projet va bouger. Mais en tout cas, l'intervention de quelqu'un de l'extérieur ne signifie pas que ça va dénaturer ou que ça va te déposséder de ton projet. Ça reste ton projet. Et moi, j'ai eu cette erreur-là, que là, pour la première fois, je suis en train de combler, parce que pour l'ouverture du nouveau restaurant, il y a un chef qui va m'accompagner sur la plantation, il faut qu'on rachète toute la cuisine, etc. Et j'ai un nouvel associé qui, du coup, m'a proposé quelqu'un qui fait ça depuis 25 ans. Et je lui dis évidemment, et sa réaction était marrante parce qu'il était persuadé de dire non, c'est bon. Et en fait, tout de suite, je dis oui, évidemment, cool. Mais parce qu'en plus, là, ça touche à l'alimentaire, c'est entre l'hygiène, etc. T'as des choses un peu plus impliquantes. Rater une campagne de pub, bon, tu rates une campagne de pub. Rendre quelqu'un malade, c'est quand même beaucoup plus emmerdant. Évidemment, enfin, beaucoup plus. Et donc là, oui, je vais me faire accompagner par des gens dont c'est le métier et qui vont m'accompagner sur l'ouverture de ce troisième restaurant. Parce qu'en fait, ce restaurant va servir de cuisine centrale pour les deux autres. Donc tout sera produit sur place. Donc il faut vraiment une machine de guerre, un truc qui tourne bien, qui soit aussi pour les gens qui vont travailler dedans, dont moi, quelque chose qui pour le corps soit respectueux, au sens des mouvements, c'est idiot, mais on manipule beaucoup de charges, de la chaleur. Donc un truc mal placé dans une cuisine, c'est violent pour le corps immédiatement. Donc du coup, cette personne-là sait faire ça aussi. Donc on va travailler là-dessus. Donc là, je me fais accompagner, est-ce que c'est nécessaire ? Et du coup, j'ai celui qui va rentrer, et qui vient de rentrer, et qui, lui, aussi m'accompagner sur la gestion. Parce que je suis vraiment un créateur, je suis pas un gestionnaire, ça me fait chier, ça m'intéresse pas. Alors que je dois le faire, et je l'ai toujours fait. Mais là, c'est l'intérêt d'avoir 49 ans, en fait. Au-delà que je rentre plus tout à fait dans mes chemises, l'intérêt, c'est que j'ai un peu plus de recul sur moi-même, en fait. Donc du coup, je sais que voilà, il n'y a pas de guerre d'ego à avoir sur ce plan-là, et qu'autant que je me circonscrive à ce qui moi me fait le plus vibrer, et que je fais le mieux, et de pouvoir être accompagné sur ce qui me fait chier, même si c'est très important. Ça sert à rien. Mais on commence à se connaître et puis on ménage nos efforts. On sait qu'on peut plus sortir jusqu'à 4h du mat, donc on sort bien jusqu'à minuit, quoi. Voilà. Et on se perd pas dans des choses qui nous crament de l'énergie pour rien. Tu disais que tu étais un créatif. Dis-nous en plus justement sur ta cuisine, qui est à ton image. Alors, au départ, donc, moi je respecte l'expertise, hein, la compétence professionnelle, c'est un truc très important. Donc j'ai embauché des chefs. J'ai d'abord embauché un second pour pouvoir l'amener à devenir chef. Et sur la première année d'activité, il y en a 5 qui ont défilé dans mes cuisines différents. Aujourd'hui, trouver un chef qui soit pas alcoolique, pas cocaïnomane, pas bipolaire non traité, pas ce que tu veux, c'est très compliqué. Pas sale. Voilà, bon. Et donc je ne trouvais pas. Et en fait, d'ailleurs, j'ai déjà commencé à me faire accompagner à ce moment-là, mais j'ai une amie qui est étoilée qui est venue, avec un autre ami qui a aussi été étoilé, et qui m'ont dit, écoute, on va faire un audit de ton restaurant. Ça faisait 1 an, ça a duré 4 minutes. Ils m'ont dit, bon, tu vas fermer. Tu vas dans le mur, parce qu'on avait jeté des quantités de bouffe, les chaînes du froid n'étaient pas bien respectées, ou les DLC, donc on jetait, enfin voilà. Et donc ils m'ont dit, mais du coup, cette aventure, faut pas que tu la regrettes, quitte à ce que ton bateau coule, tu vas couler à la barre. Donc on va te former à gérer une cuisine et à faire des sauces. Et à partir de là, on va déjà manger chez toi, Ludo, tu sais faire à manger. Notamment pour des raisons familiales. Je vais cuisiner pour quelqu'un chez moi qui ne peut rien manger, qui vient d'un animal de près ou de loin, pour des raisons médicales depuis sa naissance. Et donc j'ai beaucoup cuisiné voilà, pour ça, et donc vraiment par amour pour le coup, donc c'est un peu différent. Et mon papa cuisinait très bien. Même si je l'ai connu très peu de temps, il cuisinait très bien.
Et donc, bon, voilà, j'avais cette relation-là quand même. Et donc, ils m'ont formé. Et ils m'ont dit, maintenant, raconte ta vie. Fais ce que tu sais faire. Raconte ta vie sur une carte. Fais pas des steaks frites, c'est débile. C'est pas toi. Raconte les endroits où tu as vécu, raconte les... Voilà, et mets toutes tes madeleines de Proust. Donc, j'ai mis du labier, parce que je me rappelle du port de Beyrouth, où quand j'y vivais, et que avec le vent et la montagne derrière, tu vois, ce goût de fleurs d'oranger, j'ai fait un magret de canard. Alors ça, c'est un accident de cuisine, par contre. Donc je me mets en cuisine. Pardon, c'est un peu décousu. Je me mets en cuisine et je retrouve avec le Goemio qui débarque 3 mois après. Je pense que mes amis n'y sont pas pour rien. Et qui viennent me présenter le rapport parce qu'il y a 2 inspecteurs qui sont passés. Et donc je rentre au Goemio et j'ai notamment une recette qui est primée au Goemio, qui est mon foie gras. Et c'est un foie gras que je fais, donc je boudine. Je marine d'abord 3 jours cognac Porto Ratafia. Ensuite, je le cuis et boudine au poivre timut, qui est une baie un peu pamplemousse. Donc ça casse l'effet de gras dans la bouche. Et un matin, je suis en train de démouler mon foie gras, évidemment. Je suis très consciencieux, donc je le goûte. Et sauf que le matin, moi, j'ai un secret énergétique. Pour boire moins de café, je bois qu'un seul café, mais avec du hablou, qui est une pâte d'origine marocaine, qui est marocaine, pardon, et qui est de l'huile d'argan mixée avec des amandes torréfiées et du miel, que je prépare moi-même, évidemment. Et sauf que je prends un bout de pain, je prends mon foie gras pour le goûter, il y avait du hamelou dessus, j'ai pas fait gaffe, et les deux, absolument incroyables. Donc je sers mon foie gras avec du hamelou, maison, et avec un caramel des cuits citron vert à harissa à la rose, qui est aussi un accident de cuisine. Parce que je fais même mon harissa, j'ai appris à le faire dans le souk de Marrakech, et je prépare mon harissa à la rose, et en même temps je prépare un porc au caramel, et je fais mon caramel que je décuis toujours au citron vert. Ça apporte une petite note d'acidité qui est plus intéressante. Et il faut vite le remuer. Je le remue avec une cuillère remplie d'harissa. Et j'ai flingué mon caramel, je relance un autre, je laisse la casserole sur le côté, puis à un moment donné, je mets le doigt dedans, je goûte. Et justement, cette amie qui a une étoile qui était venue, l'amie, elle m'a piqué la recette, elle l'utilise. Elle dit cette création est absolument incroyable. Et le Goemio, le guide, il a écrit dans le guide Goemio, l'inspecteur a marqué qu'il ne voulait plus jamais manger de foie gras en dehors de la maison Miladiou. Incroyable. Et donc, ce jour-là, moi en plus, c'est 3 mois après que j'ai repris la cuisine. Moi, j'étais en train de me dire, bon, je vais crever à la batte au bar de mon doc, comme ils me l'ont dit, tu vois. Et ce jour-là, je me suis mis du coup, officiellement, tu vois, une toque. Parce que... Génial. Alors que c'était pas mon métier, alors que je me sentais un peu comme un imposteur. Ça va au cadre ou pas? On regarde plus les photos, je me dis, du coup. Officiellement, je me suis dit, t'es chef en fait. Même si t'as pas fait d'école de cuisine, t'es chef. Enfin, le Goemio a écrit ça. Et puis, il y a des gens qui sont venus chez moi, qui se rappellent de mes recettes, qui se rappellent. Alors bon, évidemment, il y a le personnage aussi avec la barbe bleue. Par exemple, t'as une... Louisette, une Instagrammeuse assez connue qui fait pas mal de contenu, qui fait beaucoup de voix et qui publie une vidéo il y a peut-être un mois avec sa grand-mère dans la voiture. Et sa grand-mère était dans un club de Scrabble, elle était sortie avec 2 copines, 85 et 86 ans je crois. Et elle parle avec sa grand-mère et le truc est absolument extraordinaire, c'est drôle. Et je lui réponds à sa vidéo, on n'avait jamais été en contact, je la connais pas du tout. Hein. Je lui réponds à sa vidéo en disant mais votre grand-mère est absolument extraordinaire. Bon. Et elle voit ça, elle dit « Oh, mamie, c'est rigolo, il y a un monsieur avec une toque et une barbe bleue qui a dit que t'étais super rigolote. » Et là, je te ferai écouter après si tu veux. Et donc elle m'envoie un vocal. Et elle me dit « Je suis à table avec ma grand-mère et mes parents. » Et je dis « Oh, mamie, c'est rigolo, il y a un monsieur avec une barbe bleue et une toque qui a mis un commentaire en disant que t'es extraordinaire. » Et son père, il fait « Comment ça, monsieur ?»« Oui, mais il est restaurateur. Mais dans le Lot, non ? Mais c'est le chef de la maison Miladiou. Ils avaient mangé chez moi 1 an et demi avant. » Incroyable. Et il s'en rappelait. Et au moment de ça, il dit « Ah ben dis-lui, on a été manger chez lui, on avait adoré. » Il m'a envoyé un selfie, etc. Tu vois, parce que aujourd'hui, alors bon, oui, manger du foie gras avec du hamelou, c'est un peu étrange, mais je raconte ma carte, je raconte le souvenir d'où elle provient, de chaque ligne, ou de comment je l'ai conçue, ou comment je fais, parce que je fais mijoter les choses 6 à 8 heures. T'as du za'atar partout. Je fais un gâteau au chocolat à l'harissa, il est incroyable. Vraiment, des gens m'en commandent en chrono fraîche pour les envoyer à Paris. Parce qu'ils l'ont goûté dans le Lot. Donc, il y a une expérience, en fait, en réalité. Et quand je suis en cuisine, j'ai mon personnel de service qui installe tout le monde, ils prennent l'apéro. Et puis après, le chef sort. Et donc, je sors. Il y a toujours mon chien, que tu connais, Lolo, qui saute sur une chaise à côté de moi et on présente la carte, on raconte la carte tous les deux.
Et elle déambule, après elle tire l'échelle, elle s'assoit, enfin bon, elle est chez elle, hein, c'est la patronne. Et les gens, en fait, c'est ça. Donc au fond, mon métier de marketeur, de publicitaire, d'architecte, d'entraîneur de rugby, ça se retrouve en fait. Tu vois, ça se retrouve dans la carte, ça se retrouve dans la façon d'incarner mon restaurant. Et c'est pour ça que je te parlais sur une reconversion, ce qui me semble le plus important, c'est pas ce que tu sais faire, c'est la façon dont tu le fais. Parce qu'un comptable, c'est un comptable. Mais tu as des comptables qui sont plutôt un peu créatifs, qui vont toujours te trouver des solutions. Alors que tu as des comptables qui sont plutôt des gens qui vont te bétonner ton organisation financière. L'un et l'autre vont peut-être pas faire. L'important, c'est pas que tu sois comptable. L'important, c'est que tu sois créatif, ou au contraire, extrêmement rigoureux. Tu vois. Et donc, il me semble que sur une reconversion, il me semble que c'est beaucoup la façon dont tu fais les choses qui compte, qui est l'énergie qui doit te pousser vers ta vie d'après, en fait. Alors, justement, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es sur ta mission de vie? Les bouddhistes disent que lorsqu'on est aligné à sa mission de vie, l'univers conspire à mettre sur ton chemin les personnes et les situations qui t'amènent à la réalisation de ton rêve. Est-ce que tu dirais que tu as été porté par le destin? En fait, si le fait d'être chef aujourd'hui sur ce fauteuil et tu m'interviews avec mon projet de vie s'est épousé, je suis sur le chemin. Tu vois, ça a du sens. Bien fait pour toi. Et jouer pour les chefs cuisiniers. ça fait sens aussi ou pas? Surtout qu'en plus, tu sais faire que du riz à l'eau. On était prédestinés. En fait, tu sais, les matins où c'est vraiment difficile, et je me dis qu'en fait, à partir du moment où je nourris des gens, je suis dans ce qui m'a toujours mu. Et les nourrir littéralement, et pas que littéralement aussi. Donc, mon premier restaurant, donc tu y manges évidemment, mais le dimanche tu joues au poker gratuitement sans argent, et je paye une licence, tout ça est très bien organisé. Il y a des cafés littéraires, je fais des rencontres de gens, j'expose des artistes locaux. Là on va faire une soirée feuillage avec une artiste locale qui est une photographe, qui est une maman incroyable et qui veut faire un show burlesque. Elle n'en a jamais fait un, et donc elle va venir le faire pour une soirée spéciale. Donc je nourris aussi les gens dans ce sens-là. Quand tu leur racontes ce que c'est que le Hanmoui, pourquoi, c'est la réalité un peu reculée. Il n'y a pas toujours beaucoup d'ouverture d'esprit. Alors qu'en fait, ce sont en vrai des gens très ouverts. Et donc, quand tu leur expliques que un bout de la culture de leurs copains marocains qu'ils connaissent depuis toujours, en fait, mais dont on ne nous a jamais appris à l'école. On ne nous apprend pas le Maroc à l'école, on nous apprend l'Argentine, c'est complètement con. Alors qu'on a grandi avec des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Italiens, des Portugais, des Espagnols. On apprend Hong Kong, l'Argentine, Singapour. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors, à aucun moment on m'a appris à pouvoir vivre avec mon camarade qui était à côté de moi, dont les origines sont et qui est français comme moi. Donc c'est débile, tu vois. Et donc là, ça se passe chez moi du coup. Parce que quand un foie gras avec quel truc quand même très tradit avec ça, ils comprennent pas. Et puis quand ils goûtent, ils disent que c'est bon, tu vois. Dès qu'il y a un peu de mixité, ce que ça donne, en fait. Et dès qu'il y a un peu de métissage. Et donc ma carte est très politique, vraiment. Donc je suis sur mon chemin de vie, évidemment. Parce que à la fois ça me vaut tout le temps les choses que j'ai pu rencontrer dans ma vie, de gens qui reculent à cause de ça, qui me stigmatisent, qui sont voilà. Après je peux pas me plaindre, je suis un vieux mal blanc, donc ça va. Mais oui, en fait, je reste dans ce que de valoriser ces mélanges culturels et que l'humain est toujours beaucoup plus riche, mélangé des autres et nourri par les autres. Donc je reste, oui, philosophiquement. Et est-ce que j'y suis plus que... tu vois, si je me pose la question un peu différemment, qui sont des questions qu'on se pose bourrées souvent, en disant « Ah, demain tu gagnes au loto, tu fais quoi ?» Moi, je ferai un truc avec les enfants, en fait. Et parce que moi je sais que mes entraîneurs de rugby ont eu un impact sur ma vie très fort. Et que si je suis là dans ce fauteuil à te parler, ça tient aussi beaucoup à une prof que j'ai eue. Parce que j'ai eu la chance de faire l'école publique. Et donc du coup, d'avoir quelqu'un qui était vraiment habité par ce qu'elle faisait et qui au moment du lycée, elle a fait beaucoup plus que ce qu'aurait dû faire une prof. Pas la Brigitte Macron, attention, mais elle a fait beaucoup plus dans le sens où vraiment elle m'a fait comprendre que j'étais capable de faire à peu près ce que je voulais. Alors que déjà, j'étais même pas censé aller au lycée, parce qu'on souhaitait pour moi que j'arrête après la 3e, parce que j'étais pas très intelligent. Et après cette reconversion réussie, comment tu vois la suite? J'attends ta réponse déjà. Pour le mariage? Oui, oui. Écoute, comment je vois la suite, j'en ai absolument, foutrement aucune idée. Je vais ouvrir le 3e restaurant là.
Le 4e qui sera, c'est une halle de 6000 m² à Montauban, donc c'est très grand pour faire plutôt des spectacles, etc. Puis peut-être que je le ferai pas d'ici là. J'en sais rien. Okay. À chaque fois, là j'étais très content de venir à Paris, ça me manquait. Je sais que dès ce soir, j'aurai envie de repartir parce que ça va me gonfler. Donc je pense que oui, le ralentir un peu le rythme, tu vois, et régler ça, c'est un truc qui est re-rentré dans ma vie, parce que j'ai grandi dans des espaces qui n'étaient pas très urbains, petit. Ça, aujourd'hui, j'aurais du mal à revenir dans un espace urbain, je crois, mais quoique. Et puis, c'est, en tout cas, moi, c'est plutôt agréable de ne pas savoir ce que je ferai l'année prochaine, en vrai. Même si là, je suis commerçant, hein, j'ai investi l'argent, je suis dans un truc, bon, non, je vais pas tout plaquer du jour au lendemain. Mais malgré tout, je sais que s'il faut le faire, je le ferai. Parce que, je sais pas, il y aura une autre aventure qui aura toqué à ma porte. Oui, c'est possible. Et c'est aussi ce qui est intéressant quand on est entrepreneur, c'est que au moment où on gagne ce confort-là, le faire à mon âge, c'est armé de tout un tas de choses qui permettent quand même de le faire beaucoup plus facilement. Bien que ce soit beaucoup plus effrayant, évidemment. Mais il faut le faire, il me semble, absolument en se disant que l'année prochaine, ça peut être pas du tout la même histoire. Parce que c'est comme ça qu'un projet que tu veux lancer, quand tu le lances, à un moment donné, il va prendre ce chemin, ce projet va avoir sa propre vie et son propre chemin, et ben il faut le suivre. Parce que c'est toi qui l'as créé, ce projet. Donc, regarde où il va t'amener, et puis des fois, bon, allez, on fait demi-tour, on repart là-bas, mais c'est pas grave, en vrai. Parce qu'en vrai, bon, à mon âge, pardon, l'important, c'est plus que tout le chemin, quoi. Ça va, on a à peu près construit nos vies. Personne aujourd'hui est à l'abri, sauf si vraiment on est très très bien né. Donc on sera jamais à l'abri de toute façon. Et donc, au moins, s'économiser toutes ces frayeurs ou ces trucs de dire statutaire. Non, autant capitaliser au maximum sur tout ce qu'on a fait dans notre vie, toutes les rencontres. On est riche de toutes les rencontres qu'on a croisées. Après, on les a certains un peu délaissés ou juste croisés. Moi, à chaque fois, j'essaie tout le temps de rentrer un peu d'intensité avec les gens que je croise, qui a un truc, quoi, qui rebondit. Mais donc, du coup, à cet âge-là, ben, on a justement le confort de se dire, bon, allez, je verrai bien, quoi. Je verrais bien, parce qu'on a passé, surtout la génération aujourd'hui, les gens qui vont voir ça et qui ont 50 ans, on a passé notre vie à nous dire trouve un bon boulot, stable, etc., construis-toi et ta vie sera réussie. Bon, ok, c'est bon, tu l'as fait, maintenant tu peux te remonter à 50 ans, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, et peut-être qu'en fait, tu finiras dans un cabaret dans 2 ans et que c'est pas du tout ce que tu as prévu, mais à ce moment-là, c'est ce que tu voudras, ou tu vas faire du maraîchage, en fait. Peut-être. Alors qu'au départ, tu te dis, je vais faire du macramé. Bon, ben... on s'en fout. L'important, c'est la façon dont tu le fais. Et à un moment donné, on est aussi à des âges où ça tire un peu quand on se lève le matin. Il faut un peu penser à soi, quoi. Donc, du coup, autant faire des choses qui nous font du bien à nous. Parce que si on se nourrit, tu parlais de bouddhisme tout à l'heure, mais moi, je ne crois pas du tout au fait de trouver un boulot dans lequel tu seras heureux et tu travailleras plus jamais de ta vie. C'est des conneries qu'on nous a inventées pour être corvéables. C'est vraiment complètement con. Par contre, développe quelque chose qui te nourrisse sainement. Ton âme, ton corps, et quand tu te lèves le matin, si te lever tous les matins en n'ayant pas envie, à nos âges, c'est plus possible en fait. Parce que c'est d'une violence, même pour les articulations, horrible. Et donc se créer cette torture-là, pourquoi faire ? Tu vas perdre du revenu, du confort et de la sérénité d'esprit sur de quoi est fait ton lendemain. Bah oui, mais en fait, chaque jour, tu vas gagner de l'espérance de vie. Parce que on peut le subir à 20 ou 30 ans, de se forcer à se lever et d'aller à un truc qui nous semble pénible. Encore une fois, aller faire un stage d'aide-soignante, vous verrez. Mais il n'empêche qu'à partir de nos âges, ça devient du poison. Enfin, de mon âge, pardon. Ça devient vraiment du poison. Ça n'a aucun sens de se lever le matin et de ne pas vouloir aller sur son travail. Tu passes 8 à 10 heures par jour, soit en regardant une horloge, soit en fait, ce que tu fais ne te plaît plus, ou ne te nourrit en rien, tu ne fais que t'assécher en fait. Et dans ce cas-là, tu t'assèches pour tout ce qui est autour, pour ta famille, pour les gens autour de toi qui disent non mais tu peux pas te faire ça parce que même si t'es le seul revenu de la maison, je dis n'importe quoi, mais oui mais ces gens seront quand même plus heureux autour de toi après, de t'avoir épanoui que de t'avoir stable, mais qui s'assèche peu à peu. Il faut veiller à se lever le matin avec une énergie qui te porte, plutôt que de devoir tout le temps te soulever toi-même. Bon, toi ça va, moi il faut tu vois. Moi me lever quand j'ai pas envie le matin, bon, il y a du poids quand même. Et
Et je juge personne, attention, je comprends qu'il y ait des gens hein, pour qui ça puisse faire peur. Il faut le savoir, il faut le faire en étant le plus accompagné possible, évidemment. Il ne faut pas le faire n'importe comment, évidemment. Par contre, rien que de se lever le matin et de se dire, tiens, pour une fois, je vais me lever en faisant un truc qui m'anime, un truc dont j'ai envie. Bon, bah, c'est vraiment un confort d'esprit, un truc... je suis très extrême là-dessus, je n'ai jamais pu comprendre. Enfin, je m'as suivi un peu, parfois de loin, mais bon, voilà, je saute dans le vide parce que je peux pas, moi, sinon me lever, je peux pas. Je me lève pas, j'aurais chez tout le monde et voilà. Donc c'est pour ça que, voilà, même si c'est fatigant, même si moi j'empile un peu les trucs, là je suis normalement peut-être un 4e resto, j'ai mon émission tous les samedis de cuisine, je suis sur un bouquin de cuisine l'année prochaine, un bouquin qui en plus il va être très culturel, c'est-à-dire que je vais expliquer l'origine de chaque ingrédient et pourquoi est-ce que la harissa à la rose est utilisée dans tel pays et pas dans tel autre, par exemple, quand je vais expliquer la recette de mon foie gras, mais parce que voilà, moi je me lève le matin, si j'ai une histoire à raconter, je suis content. Merci infiniment Ludovic. Non, merci à toi. D'avoir partagé ces morceaux de vie avec nous. Et quelle vie! Vive la vie à Schnock. Merci beaucoup. À bientôt.